Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez aussi, le fait que justement dans le Mercosur, tout le système de pâte à papier que vous produisez, il rentre dans le système du Mercosur. Et là, on ferme ce genre d'entreprise ici en France. Et on va faire quoi? On va se retrouver avec la pâte à papier du Brésil. Mais bien sûr. Ça, c'est... Notre pâte, ça a quand même été une partie des billets de banque. Ah oui, bah oui. À une certaine époque, ça faisait c'était le principal fournisseur. Après qu'elle ait été raffinée, c'était notre pâte qui servait à faire du papier monnaie français. Et ça aujourd'hui, bon... Bruno, Frédéric, bonjour. On est devant l'entreprise Fibre Excellence à Tarascon. Vous êtes tous les deux à la retraite et vous avez travaillé 30 ans dans cette entreprise. Pourquoi c'est important pour vous d'être ici aujourd'hui présent à côté de vos anciens camarades ou de votre ancienne usine? Vous savez, quand on a travaillé 30 ans dans une entreprise, on est toujours attaché à l'entreprise et on est solidaire d'eux. Bon, on a vu quand même, une fois qu'on est parti, des choix stratégiques au niveau des directions qui ne correspondaient pas à ce qu'il fallait. Et je pense que les gens ont été un peu trop gentils avec le gouvernement, tout ça. Bon, on savait très bien qu'avec l'Europe, le gouvernement il savait que, vu les aides accordées aux entreprises, c'était interdit. Et que bon, je pense qu'ils les ont un petit peu baladés. Parce que là, c'est vraiment un gâchis, là, cette fermeture d'entreprise. Il y a encore 6 mois, les salariés me disaient on faisait des records de tonnage qu'on n'avait jamais réalisés depuis 10 ans. Et 6 mois après, l'entreprise se retrouve en liquidation. Vous savez, quand on a demandé le classement de l'entreprise amiante, on avait fait une étude. L'entreprise gagnait à peu près entre 20 et 30 millions d'euros par an sur les salaires, les formations, ainsi de suite. Le problème qu'il y a eu, c'est que il fallait qu'au niveau de la direction, l'encadrement, notamment les DRH, puissent demander des plans de formation au niveau de la direction départementale du travail et de l'emploi. Et bon, comme on avait un DRH, à mon avis, qui n'était pas à la hauteur, ils n'ont rien fait. Donc ils ont payé des gens à rester pour faire des formations. Et ce sont des gens qui sont restés pendant 3 mois, 6 mois, mais qui en fait ne faisaient pratiquement pas de formation. Voilà. Donc à partir de là, l'entreprise elle pouvait rebondir parce que nous on avait fait un plan, on était allé voir le conseiller régional, tout ça, on avait présenté ça à la direction départementale du travail et de l'emploi. Et on leur avait montré l'étude, et ils étaient tous d'accord. Et normalement, l'entreprise, je ne comprends pas qu'elle soit fermée aujourd'hui. Mais maintenant, quand vous faites des investissements et que vous ne demandez pas aux gens qui font les investissements de participer au démarrage de l'investissement, vous arrivez que ça ne tourne pas. Bon, après, il y a eu des erreurs sur le bois. On a appris que la filière bois, il y avait une partie qui avait été un peu démantelée. Donc, Gardanne, qui avait pris le bois, là aussi, je pense que les salariés, ils auraient dû aller sur Gardanne. Aller voir Gardanne et leur dire, maintenant vous arrêtez, c'est du bois de trituration, vous n'avez pas le droit de le prendre, donc vous rendez le bois. Et après, au niveau du gouvernement, le prix du mégawatt, aussi le négocier. Là, le gouvernement, apparemment, il négocie, il a un peu augmenté le prix, mais c'est pas à la hauteur des enjeux. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Gardanne, l'électricité, l'État le rachète à 240 € le kilowattheure, alors qu'ici, il y a 2 turbines qui fabriquent de l'électricité et l'État le rachète à pas plus de 105 € le kilowattheure. Donc il y a quand même une différence énorme, ça fait une concurrence entre guillemets déloyale. Ah mais c'est une concurrence déloyale. Il y a aussi le fait que, je dirais que qui c'est qui gagne de l'argent avec cette histoire d'électricité. Le problème est là aussi. Quand les financiers, notamment les gens qui dirigeaient cette entreprise, c'est-à-dire les Chinois, les Vijaya, le groupe APP, ils ont eu un choix à faire. Ils sont restés là depuis 2021 de manière, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, parce que finalement la situation industrielle de l'entreprise depuis 2021, elle n'a pas évolué, pas du tout. Entre 2021 et 2026 aujourd'hui, il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu de projet d'évolution. Il ne s'est rien passé. Donc on se retrouve dans une situation où simplement ils ont fait de l'argent. Et l'argent, ils l'ont fait notamment en se plaçant par exemple sur le marché spot. C'est un choix ça, c'est un choix de l'entreprise. Le marché spot qui est... Le marché spot, c'est un marché de prix de l'électricité vendu, qui est un prix, disons, qui a été hyper... ils ont fait de l'argent artificiellement sur des prix qui ont été gonflés artificiellement. Donc c'est une bulle. Voilà, c'est ce que j'ai. Donc cette bulle, elle a fini par éclater, elle a fini par s'effondrer. Mais ce qui était prévisible et ce qu'ils savaient. Et bon, aujourd'hui, effectivement, si l'entreprise n'a plus de rentabilité au niveau de sa vente d'électricité, mais est-ce que c'est vraiment le problème? Ah non, ça on est d'accord, mais c'est un problème parmi tant d'autres.
C'est un des problèmes. Oui. Mais ça dénote quand même que le projet industriel réel des Chinois, enfin des actionnaires, je dis les Chinois, mais ce sont pas des Chinois, ce sont des Indonésiens au départ, même si les capitaux, c'est très chinois. Oui. Ben, ces gens-là, leur but, il était ouvertement de ne pas rester. Voilà. Depuis le jour où ils sont arrivés. Et donc voilà, c'est vraiment on va dire une fermeture un peu organisée depuis le temps qu'il y a eu. Je dirais, c'est la chronique d'une mort annoncée. Ouais. Cette usine, elle date de 1951. Exactement. Et Saint-Gaudens, 1959. Elle a été aux mains. C'est des Suisses qui ont créé cette usine au départ. Oui. Ensuite, elle a appartenu à des Français, oui. Donc qui s'appelait La Rochette-Sympa. C'était un groupe qui s'appelait La Rochette-Sympa. Et ce groupe, il a été appuyé par des investisseurs qui étaient des investisseurs institutionnels, qui étaient Paribas, qui étaient Crédit Agricole, que le gouvernement obligeait à financer, il l'obligeait à financer la filière industrielle française. Ça a cessé. Voilà. Dans les années 2000, on s'est retrouvé avec des financiers, des financiers au lieu des entrepreneurs. Notamment Paribas qui sont partis et qui ont dit nous on cesse toute puisqu'on est rentré dans l'Europe à fond, il y a eu des décisions qui ont fait qu'aujourd'hui les gouvernements ne peuvent plus financer leur industrie. C'est fini, on est dans le privé absolu, donc ils ont vendu l'usine à l'époque à des Canadiens qui eux ont essayé d'avoir un projet industriel. Ils ont essayé d'avoir un projet industriel sur l'ensemble des usines qu'ils avaient rachetées, notamment Saint-Gaudens et Tartas qui est dans les Landes. Et ils ont essayé de structurer quelque chose. Mais la France, et là je parle des gouvernements français qui se sont succédés, il n'y a eu aucun écho, aucune prise de conscience. Nous, on est bien placés pour savoir, parce qu'à l'époque, on avait des responsabilités de représentation. Et on s'est présenté, je ne sais pas combien de fois, on est allé quand même au ministère de l'Industrie, rencontrer des gens qui nous recevaient très gentiment, qui nous faisaient rentrer dans des bureaux très beaux, nous offraient de très bons cafés, mais on partait comme on était venu. Et ça a duré pendant des années, tout ça. Et là, aujourd'hui, il y a comme une sorte d'inaction du gouvernement pour sauver cette entreprise. Clairement. Il faut savoir que c'est quand même la seule entreprise française aujourd'hui. C'est les deux dernières, donc Fibre Excellence de Tarascon et de Saint-Gaudens, c'est les deux dernières présentes sur le sol français à faire de la pâte à papier, en plus de qualité, qui respecte des normes, etc. Donc c'est quand même stratégique au niveau du pays, d'autant plus que la pâte à papier, c'est une matière première qui sert dans différentes débouchés et qui peuvent être stratégiques, notamment au niveau militaire, pour la France. Donc on se pose la question, qu'est-ce que ça va devenir ? On va être encore dépendant des pays étrangers. Voilà. Alors qu'on avait tout sur le sol français. Mais je vais vous faire un parallèle. Vous avez un parallèle tout simple. Vous prenez la sidérurgie en France. Voilà. C'est un pan d'industrie où les Français étaient, je veux dire, meneurs, entre guillemets, leaders de certains marchés, les aciers spéciaux. On avait une production en France qui était solide et un savoir-faire et des compétences. Qu'est-ce que c'est devenu ? On a démantelé totalement la filière, on l'a vendue, on l'a dépouillée. Je vais donner un autre exemple, Alstom. Exact. Alstom, et là c'est pas si vieux, et là ça touche le gouvernement actuel qui lui a vendu Alstom aux Américains, mais ce que tu vends c'est en plus un savoir-faire et des compétences et qu'aujourd'hui on n'a plus. Et surtout qu'en France un savoir-faire qui se perd, on le retrouve jamais. On devient ensuite dépendant des autres. Le papier, c'est quand même c'est une industrie spécifique. Il y avait des écoles de formation papetière. En plus. Donc, mais le problème, c'est qu'à partir des années 2000, on a vu arriver que des financiers au niveau de la direction. C'était des financiers, donc c'était plus des industriels. Alors qu'avant, on avait des directeurs qui étaient issus de l'industrie papetière. C'était des techniciens. Au niveau des chefs de service, on avait des techniciens. Donc c'était des gens qui connaissaient parfaitement l'usine, les ateliers, ils étaient capables d'épauler les opérateurs, et ainsi de suite. À partir des années 2000, 95-2000, tout ça a commencé, les anciens sont partis, ils ont été remplacés par des personnes qui en fait étaient... on leur faisait faire des tableaux Excel, beaucoup de gestion de budget, et à partir de là, les compétences sont parties. On a sous-traité aussi beaucoup de travaux d'entretien et de maintenance aux entreprises extérieures. Donc on a transféré les compétences sur ces entreprises qui ont eu le monopole, et à partir de là, nous on l'a dénoncé à l'époque tout ça, on faisait en sorte d'essayer de les bloquer.